Ok. Bonsoir à tous. Bienvenue en fait pour une nouvelle conférence de la commission scientifique. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Julien Tournois, qui est un spéléo-plongeur du Grand Est, voilà, qui lui aussi, parce que c'est tendance en ce moment en fait à un peu, un peu toucher du bout du doigt tout ce qui était les données lidar qui ont été mises à disposition. Et voilà, notamment pour tout ce qui est objet de prospection. Donc, je ferai juste un petit clin d'œil à Pascal Mounera qui est avec nous, qui a fait un article dans Spéloscope qui a été primé cette année à l'Assemblée Générale. Et donc, voilà, il n'est pas le seul à s'occuper des données LIDAR. Il y en a d'autres aussi qui cherchent et qui essayent d'exploiter tout ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc Julien, je vais te laisser la parole. Et puis, juste avant, je voulais m'excuser pour l'histoire de lien. On essaie de faire comme on peut pour bénéficier de la licence qu'a la Fédération de Spéléo. Et puis, en l'absence de notre informaticien pour l'instant, à durée indéterminée, des fois, il y a des petits bugs. Donc, ce soir, ça faisait le cas. Et franchement, je suis assez surpris que en 2 jours, la conf, elle a été programmée. Donc, c'est génial. On fait tout ce qu'on peut pour être réactif et pour que ce genre de conf ait lieu et les pousser. Donc, c'est vraiment tant mieux. Voilà. Donc, du coup, Julien, je te laisse la parole. La conf, elle Ça est marche. enregistrée. Ok. Et moi, je suis obligé de vous laisser par contre. Voilà. Mais j'irai voir le replay, évidemment. Voilà. Tous les replays sont dispo sur la chaîne YouTube de la Fédé, de toutes les confs qu'on a fait jusqu'ici. Donc, profitez-en. Allez, bonne conf à tous. Posez plein de questions à Julien. Et Julien, Pas je te souhaite trop. bon courage pour animer tout ça. Allez, merci à tous. Salut. Merci. Ok. Bonjour à tous. Donc, je vais juste me présenter vite fait pour pour reprendre un peu ce qu'a dit Vincent. Donc voilà. Je suis plongeur spéléo dans le Grand Est. Je travaille principalement avec Christophe, que vous connaissez peut-être. Et donc, je suis aussi responsable de commission plongée dans le Grand Est pour la Lige. Et voilà, donc comme Vincent a dit, en fait, les données LIDAR qu'on reçoit maintenant sont disponibles à un plus grand monde et gratuitement. Et l'idée, c'était de faire en fait une sorte d'outil assez simple d'utilisation, donc qui est, on va dire, du téléchargement jusqu'à, on va dire, la sortie finale, qui soit assez simple d'utiliser, surtout qu'on l'utilise à travers QGIS, qui est un outil, on va dire, très lourd, donc qui peut poser pas mal de contraintes à des personnes, on va dire, qui n'ont pas l'habitude de l'utiliser. Mais voilà, j'ai essayé d'automatiser, on va dire, un maximum de choses, donc du téléchargement au scoring, etc., pour avoir en fait quelque chose un peu clé en main, assez facile à utiliser. Donc du coup, on va pouvoir commencer le cœur du problème. Donc du coup, la prospection aujourd'hui repose sur des marches de terrain assez exhaustives sur le massif, etc., qui est assez lent, coûteux en temps, et surtout qui peut être aussi sujet à quelques biais de confirmation. Généralement, on retourne dans des zones déjà connues et explorées parce qu'elles sont intéressantes, et pendant ce temps-là, en fait, des secteurs entiers restent vierges ou très peu explorés. Donc en parallèle de ça, depuis 2021, l'IGN déploie donc le lidar haute densité sur toute la France, on va dire presque toute la France. Il reste quelques zones non accessibles et c'est accessible via une API. Et donc ce lidar peut relever donc toutes les dépressions submétriques sous couverture végétale, ce qui est exactement le type de morphologie karstique qui nous intéresse en fait. Le seul verrou à lever, c'est le pipeline, on va dire, entre ce nuage de points bruts et des cibles de terrain, on va dire, géoréférencées, avoir un point, on va dire, final pour pouvoir se déplacer sur le terrain et faire notre prospection. Donc c'est ce que Karstro essaye de résoudre comme problématique. Pour ce faire, donc je vais vous montrer donc l'architecture complète du pipeline, sur quoi elle repose. Donc c'est assez simple. Il y a 5 étapes principales, comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer en fait par télécharger les dalles lidar. Donc c'est une requête qui est faite directement sur l'API d'IGN, qui permet en fait de télécharger, suivant une zone délimitée, toutes les dalles lidar qui sont, on va dire, pour la zone d'étude. Il y a certains processus mis en place comme du retry, etc., parce que l'API d'IGN pour le lidar est un petit peu capricieuse de temps à autre, et le téléchargement de 200, 150 dalles, etc., met quand même un temps assez considérable.
Donc l'algorithme prend aussi en compte les dalles que vous avez déjà téléchargées, que vous pouvez avoir à disposition pour les réutiliser et non pas les rétélécharger, on va dire, X fois. Suite à ça, donc avec ces dalles LIDAR, on génère donc un MNT, 1 mètre par interpolation. On applique un algorithme FlSkin qui permet d'identifier en fait toutes les dépressions topographiques. Donc la différence entre MNT comblé et MNT brut donne en fait une profondeur de remplissage par cellule. Donc on retient ces dépressions et on retient celles qui sont supérieures à 0,1 mètre et d'au moins 10 mètres carrés. Après on vectorise en polygones et on calcule les attributs en fait morphométriques de chaque doline. Donc l'étape, donc là c'était l'étape 3, l'étape 4, donc on va essayer d'appliquer un scoring. Donc c'est un score, on va dire, qui se base sur 100 à partir de 8 composantes morphométriques qu'on verra juste après. Des composantes qu'on a validées dans certains domaines. Donc moi, dans mon cas, on a pu l'utiliser et le valider, on va dire, pour tout ce qui est karst sous couverture, donc pour le Barrois, vu que c'est là que j'ai le plus de données, et également pour les karst, tout ce qui est Doubs, Jura, vu que j'ai eu accès à quelques données. Et voilà, donc ce score-là, il n'est pas, on va dire, immuable. C'est un score, on va dire, qui est pas en test, mais ça permet en fait de donner des priorités sur certaines cibles pour en fait faciliter la prospection. Pour se dire cette cible-là, on va dire, elle est en priorité 1, celle-là en 2, en 3, mais ça ne veut pas dire que une cible en 3 est moins importante qu'une cible en P1. Donc ça reste de la théorie qu'on est en train de valider, on va dire, avec de la pratique. Donc on se déplace sur le terrain. Donc c'est quelque chose qui est toujours en cours de validation dessus. Donc ces composantes sont décrites après ce slide-là. Oui, la partie acquisition, c'est vrai, je l'ai oublié. Donc la partie acquisition, ça va être assez simple. Donc on récupère en fait en Cloud Optimized Point, donc c'est le fichier LAZ que nous donne, on va dire, l'IGN. On les prend en local, comme je disais, on les réutilise si besoin, et après on filtre tout ça, on fait le fill skin, etc., pour avoir en fait tous les attributs disponibles pour pouvoir permettre justement au scoring qui arrive juste après. Donc ce scoring se base sur plusieurs paramètres. Donc on prend en compte donc la surface, la profondeur, le ratio par rapport à la profondeur et la surface, la pente de bord, on va dire une pente à 90 degrés, donc on voit que c'est assez vertical, donc, ça traite forcément d'un soutirage qui est actif et donc d'un phénomène karstique qui est assez intéressant. Un cold air index, donc celui-là il est plus informatif que pris en compte dans le scoring. Un bassin versant en mètres carrés, donc un potentiel de perte, c'est-à-dire qu'on arrive à voir avec le MNT en fait s'il y a un chonal. Donc s'il y a un chonal, théoriquement, on va dire c'est une doline qui ramasse, on va dire un phénomène qui ramasse beaucoup plus d'eau, donc qui est un petit peu plus intéressant que quelque chose, on va dire, qui serait au milieu d'un plateau entouré de rien du tout. Donc avec ça, ça nous permet de savoir si c'est une doline perte ou une perte. Donc celle-là, c'est aussi flagué et retenu comme attribut. Et aussi les cavités proches. Donc si on lui fournit en fait un inventaire, ou pas, donc ça dépend, après on vous montrerait. Donc si on lui fournit un inventaire, il est capable de savoir qu'il y a des cavités proches. Donc on peut se retrouver sur un cluster de dolines, de phénomènes qui peut être intéressant, qui traite, on va dire, d'un travail souterrain qui est assez important. Donc ça aussi, ça rentre dans le principe du scoring. Ensuite, donc l'étape 4, voilà. Donc chaque composante morphologique ont un poids que j'ai attribué sous base, on va dire, de tous les tests que j'ai pu faire des cavités
m'était donné à disposition. Donc c'est pas forcément immuable et vrai dans l'état, c'est pas figé dans le marbre, on va dire. Ce scoring, on va dire, est très adapté pour notre karst et qui peut être par exemple beaucoup moins adapté pour un karst dans le Jura, dans le Doubs, dans le Sud même, ou on va dire tous ces karsts méditerranéens ou autres. Donc ça, c'est le scoring que moi j'applique sur toutes ces données, même si on ne prend pas en compte, on va dire, le scoring P1, P2, P3, le plugin donnera en fait toutes les dépressions qu'il a trouvées. Donc si on décide de se dire que P1, P2, P3 n'a pas vraiment de valeur, on pourrait quand même en fait avoir tous les phénomènes karstiques qui ont été relevés et ainsi voir en fait tout ce qui se passe en fait sur la zone d'étude, sans faire attention, on va dire, au P1, P2, P3. Donc ça, c'était l'étape 4. Ensuite, sur l'étape 5, ce qui est intéressant, donc une fois qu'on a tout ce package qui est fait, que le MNT il est mis en place, qu'on a pu faire le scoring des dolines, qu'on a pu faire aussi un scoring de gouttes. Donc c'est quelque chose que le LIDAR a un peu de mal à nous donner comme valeur, parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle en fait des no data, donc c'est-à-dire qu'il va avoir un trou dans le LIDAR. Par exemple, si on a un inversac avec un fond, on va dire, avec de l'eau par exemple, ça va réfléchir en fait le laser du LIDAR, et en fait on aura une zone qui a marqué no data. Donc en fait donc le MNT, tous les algorithmes que j'utilise pour vraiment cibler les zones et les dépressions ne va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de données dessus. Donc il y a un autre algorithme qui rentre en compte qui permet de voir ces zones no data en fait, de les comparer avec, on va dire, plusieurs sources externes comme BD Topo, etc., pour essayer de supprimer un maximum de bruit, parce que des zones no data, il y en a beaucoup, et surtout dans les zones urbaines. Donc il faut éviter un maximum de polluer, on va dire, la sortie du fichier avec 40 gouffres trouvés dans un quartier résidentiel. On sait très bien qu'il n'y a pas de gouffre, c'est juste en fait l'interprétation de ces no data qui amène en fait à ces cavités. Donc ça, on l'a testé nous sur des cavités, par exemple en Haute-Marne, une cavité qui s'appelle donc la Peu-de-Fosse, et on a vu en fait que le plugin ne relevait aucune cavité dans la zone, alors qu'à Peu-de-Fosse est très bien connu, on va dire, dans notre région. Tout ça parce qu'en fait c'est un gouffre circulaire de 3 mètres sur 3, profond de 5 mètres, et le LIDAR en fait a amené une zone no data justement. Donc on a pu utiliser ça pour essayer de valider, on va dire, la détection de gouffres. Ça reste encore assez expérimental, il me faudra utiliser, on va dire, un peu plus de données, extrapoler cela pour vraiment avoir, on va dire, une détection vraiment importante. Donc, une fois qu'on a tout ça, ce qui est intéressant aussi pour la prospection, c'est d'aller sur le terrain. Donc une fois qu'on a toutes ces informations, le but c'est d'aller sur le terrain, de les vérifier, d'augmenter son inventaire, de retrouver des nouvelles choses et d'explorer forcément des nouvelles qualités. Donc pour ce faire, QField entre en jeu. Donc c'est un plugin propre à QGIS qui permet en fait de sauvegarder un projet courant dans le cloud. Donc dans le cloud, on va dire sur Internet, qui permet d'être récupéré en fait sur un téléphone et une tablette. Donc on va pouvoir visualiser en fait toutes les couches du projet qu'on a généré directement sur un téléphone et une tablette. Et donc le but c'est de se déplacer en fait sur le terrain, de voir en fait les gouffres qui ont été trouvés, les dolines qui ont été flaguées comme importantes, moins importantes, et de vérifier sur le terrain ce qu'il en est. Est-ce que c'est vraiment une doline? Est-ce que c'est pas juste une mine? Est-ce que c'est pas quelque chose de sans importance, etc., etc. Donc ça va permettre en fait de valider, on va dire, un petit peu la zone d'étude, et ça va permettre en fait d'alimenter
le projet directement. Donc on va se rendre sur le terrain, on va pouvoir saisir les cavités qu'on a trouvées, éditer les cavités, on va dire, qui ont été déjà trouvées, et ensuite les resynchroniser donc sur ce projet dans le cloud, et les récupérer sur le bureau, chez nous, dans notre desktop. Ce qui permet en fait d'avoir des liaisons directement sur l'inventaire qu'on est en train de faire avec l'inventaire qu'on est en train de prospecter. Donc comme ça, donc cette synchro est bidirectionnelle, bien sûr. Une fois qu'on rajoute des points chez soi, on peut les resynchroniser dans l'inventaire, ce qui les effacera en fait aussi automatiquement des points à prospecter. Si on a déjà vu X points, ces points-là, en fait, on va pouvoir les supprimer pour ne plus retourner et revoir ces mêmes points, en fait. Donc ça, c'est aussi une approche qui est assez intéressante. Ça permettra d'avoir un inventaire assez exhaustif de la zone, et comme ça, on peut vraiment éviter de reprospecter des zones qu'on a déjà prospectées, etc., etc. Ça, c'est ce que propose aussi cet outil. Donc ça, c'est la partie vraiment étude d'une zone, priorisation des phénomènes ou pas, suivant la zone où on réside. Donc pour ça, après, on pourra plus parler en détail sur comment est validé les modèles, on va dire, le modèle du Barrois ou les modèles, on va dire, Karst-Jura. Et bien sûr, on a une partie export vers une IA. Donc, beaucoup de gens n'ont pas forcément la connaissance du karst, de la géologie, comment que ça fonctionne, comment est-ce que le réseau peut fonctionner, comment est-ce que tout ça s'interagit et quels peuvent être les domaines, on va dire, où on peut vraiment avoir une espérance d'exploration. Donc, c'est vraiment pour donner une première étude. Ça remplace pas, bien sûr, le travail scientifique qui peut être fait derrière. C'est vraiment pour aider l'opérateur qui n'a pas de connaissances à essayer de mieux comprendre le massif, comment il fonctionne, etc., etc. Donc pour ce faire, en fait, on peut exporter donc le projet sur lequel on travaille. Donc je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec l'IA, comment qu'elle fonctionne, etc. On pourra en discuter après si vous voulez. Mais globalement, il va prendre tout ce que compose le package sur lequel vous travaillez, et les cavités que vous avez trouvées, les cavités qui étaient déjà connues, des cavités dans GeoRisc, tout ce qui a été référencé dans BSSO par exemple. Il va prendre la géologie, il va calculer le pendage, etc., etc. Donc il va donner vraiment beaucoup d'informations, un maximum même d'informations pour pouvoir donner à n'importe quelle IA que vous voulez utiliser pour essayer d'interpréter ces résultats et de vous donner des pistes pour diriger vos prospections. Donc il va essayer de refaire une hiérarchisation des priorités et se dire, celui-là par exemple, ce gouffre-là est proche d'un réseau connu, il a telle composante morphométrique et il est très intéressant pour la zone d'étude que vous êtes en train de prospecter. Donc il va faire cette hiérarchie et proposer ça peut aller jusqu'à proposer des journées en fait de type de prospection par cluster en fait. Donc il va regrouper par cluster pour maximiser un maximum la prospection sur le terrain. Donc il va regrouper X points dans la zone, il va dire tel jour vous pouvez faire tel point, parce qu'ils sont pas forcément très loin, ça évite de marcher à droite, à gauche, faire on va dire des prospections longues et fastidieuses. C'est assez ciblé. Alors certains aimeront forcément, d'autres n'aimeront pas, ils aimeront l'aspect un peu découverte, etc. Donc ils aimeront un petit peu moins cette fonctionnalité, mais voilà, c'est quelque chose que je propose aux gens pour faciliter, on va dire, le travail de prospection. Donc ça donnera plusieurs exports, ça donnera un document Word complet avec la situation, le contexte géologique, etc. et la priorité qu'on peut donner pour les prospections. Ça donnera un fichier GPX aussi avec toutes les coordonnées, comme ça il n'y a plus qu'à le mettre dans le GPS ou le lire sur le téléphone avec une application pour pouvoir en fait directement se déplacer.
Donc ça, c'était l'export aussi que propose le plugin. Donc du coup, quelques points forts, on va dire, que soulève ce plugin. Donc on peut très bien reproduire, c'est-à-dire que deux personnes qui travaillent sur le même massif, ils vont lancer la même étude, ils auront exactement les mêmes résultats. Il n'y aura pas de résultats différents, il n'y en aura pas un qui aura plus de gouffres que l'autre, etc. Donc on peut vraiment reproduire donc ces études assez facilement. La priorisation dépend beaucoup aussi du quart sur lequel on se trouve et du modèle qui a été validé. Le modèle a été validé, donc là, voilà, on peut voir la validation honnête. Donc on a validé. Donc il y a ce qu'on appelle l'AUC, c'est l'AERA over the curve. On pourra en parler un petit peu plus après. Mais globalement, c'est ce qui est beaucoup utilisé dans les modèles actuels pour valider en fait qu'ils fonctionnent ou alors qu'ils ne fonctionnent pas. C'est-à-dire si on a un AUC qui est égal à 0,5, ça veut dire que l'aléatoire ne vaut pas mieux en fait que les priorités qu'on donne. Donc, ça veut dire qu'il y a autant de poids en fait sur le modèle là que sur le modèle, on va dire, normal, de façon aléatoire. Si c'est en dessous, ça veut dire que même le modèle performe moins. C'est-à-dire que si c'est en dessous de 0,5, ça veut dire que ce modèle-là est même négatif par rapport à ce qu'on veut faire. C'est là-dessus que j'essaie d'entraîner un maximum le plugin. Pour ça, bien sûr, il faut avoir accès à des cavités, il faut l'entraîner, il faut qu'on puisse, on va dire, engranger des données. Par exemple, pour avoir sur le barrois, pour avoir cet AUC-là, je vais l'entraîner sur à peu près 1500, 2000 phénomènes, à peu près répartis entre la Haute-Marne, la Meuse. Donc, j'ai commencé à le faire sur le Jura, le Doubs Jura, mais le Kar c'était différent, donc ça fonctionne un peu différemment. Et l'AUC est pas aussi performant que sur le barrois. Donc voilà, il faut avoir accès forcément à des données que je n'ai pas forcément accès pour pouvoir entraîner ces modèles-là, pour avoir, on va dire, avoir cette priorité vraiment qui touche à. On n'arrivera jamais à du 100%. De toute façon, on va pas dire ça c'est un gouffre qui va et ça va fonctionner, il y a un courant d'air. Ça, c'est pas possible. Faut être assez honnête, sur ça, mais on pourra amener peut-être à une priorité un petit peu plus élevée en fonction de ça. La scalabilité, bien sûr. Alors, j'ai testé sur 220 dalles LIDAR, par exemple. Ça a mis 2 heures pour le scoring, le processing, etc. Donc, il y a quand même du temps de process suivant, on va dire, la densité et suivant la zone qu'on veut recouvrir. Forcément, si on veut recouvrir 200 mètres carrés, ça va pas être aussi rapide que juste couvrir 30 ou 40 mètres carrés, comme vous pouvez vous l'imaginer. L'intégration avec QField, et il y a pas mal aussi de données ouvertes que j'utilise, donc que ce soit le LIDAR, la géologie du BRGM, les géorisques, le BSSO, etc., etc. Donc tout ça, c'est directement plugué, on va dire, au plugin. Et ça nous permet en fait de confronter toutes ces données. Et ça permet même d'avoir un projet qui, lui, a accès à toutes ces données directement dans la zone d'étude. Donc on va pouvoir avoir accès, au lieu de rechercher à droite, coupler les données, on va dire, qui sont déjà existantes et autres. Ça nous permet d'avoir accès vraiment à tout l'ensemble de données publiques, bien sûr. Après, avoir des API privées, etc., on pourrait voir ça et développer ça aussi, c'est aussi possible. Mais voilà, pour tout ce qui est public, en tout cas, c'est assez couvert, tout ce qui nous est donné, de voir, tout du moins. Les limites, donc j'en ai déjà parlé pas mal. La couverture dense, donc ça c'est vraiment propre au LIDAR, comme la limite physique. La résolution des cartes géol, forcément ça amène un peu d'approximation. Il peut y avoir quelques faux négatifs, surtout quand on a un quart sous couverture avec pas mal de couches, etc. Le score. Donc le score que voilà, je remets quand même l'accent dessus, c'est je propose ce type de score, mais il n'est pas validé, il n'est pas avéré, c'est vraiment pas 100% sûr que 2 lignes marquées en P1 amènera à du potentiel. Ça, que tout le monde soit quand même raccord là-dessus, c'est
Et voilà, c'est proposé, mais ça ne veut pas dire que ce score-là est vraiment immuable et un P1 sera un P1, vous aurez forcément de la première à faire dedans. Donc c'est faux. La détection verticale, donc j'en ai un peu parlé, et la latence IGN, donc en ce moment ça va encore, mais au début du projet, télécharger 10 mètres carrés pouvait prendre 30 minutes, voire 1 heure, suivant aussi la connexion que vous avez. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit, je vous montrerai, il y a un petit processus qui permet de télécharger ces dalles, et il va en fait les télécharger et il pourra les réutiliser, donc il n'y aura pas besoin de les retélécharger X fois quand on va pouvoir refaire des études sur la même zone d'études. Quelques mots juste sur les modèles qui ont été appris. Voilà, donc il y a pour l'instant ces deux modèles-là. Celui pour le Barrois est assez proche, on va dire, d'un résultat final. Celui du Jura, il faut encore que je regarde et que j'ai peut-être accès à d'autres données pour avoir d'autres modèles sur d'autres zones. En fait, si on ne tombe pas dans ces modèles-là, en fait, on va avoir le modèle exploratoire par défaut, c'est-à-dire avec un AUC de 0,5. Donc, ça donnera, on va dire, des résultats vraiment aléatoires pour le scoring. Pour cela, ces deux modèles-là, le résultat est un petit peu mieux que l'exploratoire, sachant que l'idéal, c'est de tourner vers un modèle avec un AUC de 1, mais ça, c'est un peu hypothétique, parce que ça voudrait dire que 100% des choses qu'ils disent seraient bonnes. Et là, pour l'instant, on va dire, avec les données actuelles qu'on a et la technologie qu'on a actuellement, ce n'est pas possible. Peut-être plus tard, ce sera possible, mais en tout cas, maintenant, ce n'est pas possible. Et pour la petite présentation, c'est à peu près tout. Donc voilà, donc c'est un plugin assez complet qui en fait permet de vraiment d'être du bureau jusqu'à la prospection sur le terrain et d'avoir en fait une continuité et d'avoir aussi une facilité, on va dire, d'utilisation et on va dire, d'étude d'un massif, parce que aujourd'hui, on va dire, il y a pas mal de gens qui utilisent des choses différentes et ça peut être un peu fastidieux, on va dire, de coupler ce qui a été fait sur le terrain avec ce qui a été fait en études, etc. Donc j'ai essayé de faire un écosystème qui permet de faire justement tout ça et d'une manière un petit peu user-friendly, on va dire, pour éviter vraiment tout ce qui est assez lourd sur un SIG tel que QGIS, où là ça devient vraiment, ça peut devenir très très lourd. Donc voilà, bien sûr ça ne remplace pas l'expertise que peut avoir l'opérateur d'un point de vue karstologie, hydrologie, etc. Se déplacer sur le terrain, ça ne le remplacera pas. Encore que ça pourrait le remplacer si jamais on pourrait connecter, imaginons, un drone avec un lidar, donc il pourrait directement se rendre sur le point avec une caméra thermique, avec un lidar, et nous faire la prospection directement, en restant assis. Mais pour l'instant, c'est pas envisageable, pas envisagé. Et voilà. Donc, c'est à peu près tout ce que essaye de faire ce plugin qui est assez complet et qui peut être assez lourd, on va dire, de prime abord, mais qui est d'utilisation relativement simple. Donc, c'est à peu près tout pour la présentation, on va dire, juste du plugin. Je vais vous repartager, du coup, l'écran pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, on va dire. Donc là, typiquement, on est sur un QGIS, on va dire, classique. J'ai rien rajouté on va dire, de vraiment mirobolant. Il y a un inventaire, quelques traçages, quelques topos. Voilà, il n'y a rien de bien extraordinaire. Donc en fait, je vais virer ça. Tac. Voilà. Donc en fait ici, donc ça va être un plugin. Donc c'est un plugin qui est installé de la manière
un peu différente des autres plugins. J'ai pas voulu les mettre en fait à disposition sur la base QGIS parce que leur licence, leur licensing pour ça, etc. Je trouve que c'est pas forcément très adapté. Donc pour l'instant, ils vont être téléchargeables et installables, on va dire manuellement avec un script qui fait juste déplacer en fait. Donc vous téléchargerez une archive, l'archive il suffit juste de la dézipper, lancer un script et en fait ça vous copie l'intégralité du dossier dans le répertoire des plugins. Voilà, c'est ce que fait globalement ce petit outil-là. Et voilà. Donc ça vous donnera accès aux 2 plugins. Donc on n'a pas trop parlé, mais il y a un autre plugin qui gère, on va dire, la partie inventaire. C'est Zcarstic. Mais on va passer, on va dire, sur Karst Pro, vu que c'est vraiment un petit peu le sujet. Donc là, on va se retrouver avec un peu toutes les possibilités du plugin. Donc la première chose, on va dire, qui va être importante, ça va être la préparation de la sortie. Donc sur cette préparation de la sortie, il y a des choses assez basiques à remplir. Donc le nom du secteur, on peut le laisser vide, il va récupérer la commune ciblée actuelle. La zone d'étude, vous pouvez soit sélectionner, on va dire, l'empreinte de la carte, ou alors sélectionner, on va dire, un canevas qu'ils appellent un canevas, c'est un dessin, on va dire, un rectangle ou un carré, on va dire, si vous êtes bon sur la carte. Et après, il y a la sélection du modèle. Donc la sélection du modèle, laissez-le en automatique. Il vous dira si vous êtes dans une zone, que ce soit du karst, du barrois ou autre, et il vous dira si tel modèle est plus applicable pour votre zone ou non. Donc ça, c'est tout automatique. Nous avons des paramètres avancés. Ces paramètres avancés vont principalement contenir plusieurs choses. Donc les topos des réseaux existants. Donc le scoring, donc ça c'est optionnel. Donc il utilise donc les modèles. Les modèles en fait c'est des scorings qui sont faits en JSON. Si vous voulez avoir des scorings, on va dire à la main, vous pouvez mettre votre fichier JSON à vous, mais ça c'est vraiment pour l'utilisation avancée, c'est optionnel, il y en a pas besoin. Il prendra le scoring par défaut du modèle ou en mode exploratoire s'il n'y a aucun modèle. Si vous avez des cavités, pareil, vous pouvez renseigner donc les couches avec les cavités, des traçages, si vous avez des traçages dans la zone d'étude ou même des traçages dans votre inventaire, vous pouvez les renseigner ici. Si vous avez déjà téléchargé des MNT, par exemple vous êtes dit j'ai un gros disque dur, j'ai téléchargé toute la France, j'ai des téraoctets, c'est super cool, vous pouvez le renseigner ici. Comme ça il va pas les retélécharger. Si vous avez les cartes Geol aussi, vous pouvez les renseigner, il ne va pas les télécharger, mais ça, les cartes Geol sont assez rapides à télécharger, aucun problème. Et ça, c'est juste pour le visuel de la courbe de niveau, si vous voulez l'afficher tous les 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, etc. Donc tout ça, c'est optionnel. Le plugin fonctionne très bien sans rentrer quelque chose dans ses paramètres. La seule chose qui va changer si vous ne rentrez rien dans ces paramètres, ça va être la localisation par rapport à un réseau proche. Donc il va justement, ce qui peut influer sur le score, même si j'ai retiré la partie réseau proche, mais la partie cavité connue proche, ce paramètre-là ne sera pas rempli forcément si vous remplissez aucun inventaire. Je vais lancer juste une petite zone d'étude, juste pour vous montrer, après je vous montrerai un projet vraiment un petit peu plus important que j'ai déjà lancé. Tac. Alors s'il va bien. On va se positionner ici par exemple. Hop. Tac. Donc moi j'ai des cavités qui sont déjà renseignées. Donc je vais pouvoir lui renseigner donc les cavités. Hop. Et un dossier de sortie. Voilà. Moi j'avais déjà créé un Bayard-sur-Marne. Dedans j'avais déjà les dalles lidar téléchargées. Ce qui va me permettre de ne pas les retélécharger pour éviter de perdre un petit peu de temps. Donc voilà, donc là en fait il va télécharger toutes les dalles lidar automatiquement. Donc j'ai sélectionné une petite zone, il n'y en a que 4. Donc ça devrait être assez rapide. Donc là après il va générer donc le MNT sur cette petite zone.
Il va prendre un petit peu de temps, ça devrait être relativement rapide également. On va voir ça. Donc bien sûr, si vous sélectionnez 200, si vous avez 200 dalles à télécharger, ça va prendre du temps à les télécharger, forcément, si vous ne les avez pas déjà. Et la génération du MNT, l'hydro, la géo, etc., forcément vont prendre du temps, suivant, on va dire, la zone d'étude que vous voulez faire. Donc ici, on peut voir, oui, voilà, donc il a trouvé la ville, etc., les communes. Au-dessus, après, si ça vous intéresse, il y a toutes les librairies qui sont utilisées, etc. Les paramètres que vous avez renseignés. Et donc là, il a fini de faire le MNT. Il va détecter les dolines et les gouffres dessus. Et voilà. Donc il y a une partie détection des dolines. Tac, tac, tac. Donc il a trouvé 3 candidats, etc. Ok. Une partie hydrologie. On va voir à quoi ça ressemble avec le calcul du TPI, les pentes, etc. La partie géologie. Donc, il télécharge automatiquement le département en fait que vous sélectionnez. Et en fait, si vous l'avez téléchargé une fois, il ne va pas le retélécharger d'autres fois. Donc, vous aurez la carte 1/50 millième, je crois, c'est ça, de la géologie du coin. Enfin, de la zone d'étude, tout du moins, que vous avez sélectionnée. Les cavités géorisques. Je n'ai pas donné de topo de réseau, donc il n'a pas fait de score positionnel. Et on tape après au scoring. Donc, la partie, on va dire, intéressante, entre guillemets, du plugin qui permet essayer d'avoir une précision un petit peu plus importante concernant des P1, les P2, P3, même si c'est toujours en cours de validation. Donc si vous cumulez P1, P2, P3, c'est globalement tout ce que le LiDAR a à vous offrir dans toutes les dépressions. Et après, il fait donc un fichier all-in-one avec tout dedans. Il vous donne le lien que vous avez ici. On va pouvoir relancer un autre QGIS. Sinon, ça va rajouter les couches sur le projet existant. Donc là, un QGIS totalement vide. Et dedans, en fait, vous prenez ce fichier-là, le .qgs, qui regroupe toute la zone d'étude et toutes les couches, en fait, disponibles. Donc voilà. À quoi ça ressemble, on va dire, votre fichier de sortie. Donc la zone est un peu petite. Si j'avais renseigné la topo, elle serait visible aussi dessus, vous le verrez dans un autre exemple. Là, c'est vraiment pour vous montrer le process, etc. Donc, tac, tac. Donc, on a le MNT ici. Donc, il est en opacité 70. Vous pouvez le changer après comme vous voulez, on va dire, la transparence, si vous voulez vraiment travailler que sur le LiDAR. Rien ne vous empêche de travailler vraiment sur le LiDAR. Donc, on peut voir toutes les petites dépressions et autres. Toutes ces dépressions sont regroupées ici, dans la couche qui s'appelle Doline. Dedans, voilà, ça va être toutes les dépressions relevées par le LiDAR. Alors, toutes les dépressions n'amènent pas forcément à une priorité. On peut voir par exemple ici. Voilà, donc vous avez un peu toutes les informations, la surface, l'altitude, la profondeur, on va dire, de la doline. Donc là, par exemple, elle a un ratio profondeur-surface qui est très très faible. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans ce scoring. Comparé peut-être à celle-là. Bon, 0,1, elle n'est pas non plus très très forte. 0,4 un peu mieux, mais c'est pas terrible non plus. 0,2, bon, voilà. Donc ça, si vous voulez travailler seulement sur les dolines, voir ce que le LiDAR, on va dire, a trouvé comme dépression dans la région, vous pouvez le faire en fait avec cette couche, etc., etc. Donc ce travail, une fois qu'il est fait, il travaille, on va dire, de façon autonome et il n'y a pas besoin d'être connecté à Internet H24. Mais ça, tu l'envoies sur le QField après. Après, là pour l'instant, c'est juste la partie bureau, zone d'étude. Une fois que la zone d'étude est faite, alors oui, on crée en fait un package QField issu de ce projet-là. Et après, on a tous les avantages entre guillemets avec la synchronisation sur le téléphone et autres et autres. Alors, je sais pas si je pourrais vous partager mon téléphone. Ça va être un peu compliqué.
Alors, si je peux peut-être partager le téléphone après, on va voir ça. Donc ça, par exemple, c'est un projet. Donc voilà. Donc ça, c'est à quoi ressemble un petit projet vite fait. Je vais juste en ouvrir un autre qui est un petit peu plus conséquent, que j'ai déjà préparé, on va dire, en amont. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Donc ça, c'est une autre zone, une autre zone, on va dire, d'études. Donc, il y a des traçages, par exemple, qui ont été repris de la zone. Donc, il y a différents traçages qui ont été faits. La topo du réseau ici en rouge. Alors, les couleurs, tout ça peut être changé, on va dire. C'est l'utilisation de QGIS normal. J'ai mis des couleurs par défaut et on va dire une symbologie par défaut qui est propre à moi, entre guillemets, mais tout ça peut être changé, en fonction du projet. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Donc les dolines, ça c'est ce qu'on a vu. Et en fait, il y a toutes les priorités, donc P1, P2 et P3, on va dire. Donc qui génèrent, alors, on va juste retirer les cavités déjà existantes. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que le logiciel a détecté, on va dire, dans une zone bien précise. Donc c'est toute la zone, toute une zone ici qui est un peu plus grande, un petit peu plus grande. Il y a beaucoup de bruit aux alentours, forcément. Donc ça se base, on va dire, sur toutes les dalles lidar. Donc il y a une partie, par exemple, c'est en ville. Donc toute cette partie-là, on peut aisément la passer, même s'il peut y avoir des résurgences en ville. Dans le cas-là, on va dire, c'est important d'avoir la ville aussi. Et on voit en fait le lidar par superposition, on voit le réseau, etc., etc. Donc ça permet de faire une première étude, de voir les zones qui sont importantes, les zones qui ne sont pas importantes. Donc on a encore ces priorités. Donc si on trie que sur les P1 par exemple, il y en a beaucoup moins. Et ces priorités sont en fait calées sur plusieurs choses. Par exemple ici, on a une pente de 22 degrés, donc qui est assez faible. Est-ce qu'il y en a une autre un petit peu plus importante? 25, non pas forcément. 23, 13. Ouais. Donc il y a la surface, la profondeur, par exemple, on voit 6 mètres de profondeur. Donc ça donne des indications sur on va dire, la profondeur du phénomène en question. Voilà. Donc on peut voir les informations en fait de toutes ces priorités directement sur cette petite fenêtre. Donc en fait, on va voir ici, il y a une très très forte densité et on voit qu'il y a une branche qui se dirige vers cette densité. Ça va amener en fait un cluster de phénomènes qui va être intéressant à prospecter. Ici, on a donc ce qui est repris des couches géologiques. Donc c'est les 1,50 millième qui nous donnent le BRGM de façon gratuite. Donc ça traite de la géologie locale. On peut voir, on va dire, à quoi ça correspond, quel type de calcaire, etc., etc. D'accord. C'est assez, il manque, on va dire, des données, mais ça, malheureusement, sur ces données-là, ça dépend de la carte qui a été faite pour la région. Et de notre côté, c'est les seules données, on va dire, qu'on peut avoir dessus. Il y a une partie hydro qui est aussi reprise, donc c'est l'hydro de surface, on va dire, entre guillemets. Donc c'est pente d'écoulement, par exemple, on voit très bien ici, c'est assez intéressant. On voit une pente d'écoulement qui arrive directement dans un trou. Sur un trou. On peut se dire que, par exemple, celui-là et il y a les potentiellement autres, quelque chose. voilà, potentiellement, c'est quelque chose qui est alimenté, qui est peut-être toujours alimenté, donc ça va être potentiellement une perte qui peut être intéressante. Donc après, on peut voir, par exemple, celle-là dessus et on peut voir quelle est, on va dire, la surface, la profondeur, etc., etc. Donc ça ne veut pas dire que la P3 est moins importante, je le rappelle. Il y a des priorités qui sont mises, mais ces priorités ne veulent pas dire que le P1 vous amènera forcément à quelque chose que vous pourrez explorer. Comme dit Pascal, c'est surtout sur la densité, ça vous amène en fait à une vue globale de comment peut fonctionner le réseau. Et les zones, on va dire, à privilégier pour l'exploration. Ce qui est, on va dire, autour de la zone déjà découverte peut être intéressante. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément laisser de côté, mais il faut voir tout le potentiel
qu'on peut voir au-delà du réseau, et non seulement en fait, oui, par la densité, etc. Donc ça, c'est tout ce que le logiciel va pouvoir vous apporter dessus aussi. Une fois qu'on a fait tout ça, donc on a notre inventaire. Par exemple, si c'est la première fois qu'on fait la zone d'étude et que vous avez votre inventaire, ce qui va être intéressant de faire dans un premier temps, ça va être de supprimer les doublons. Une Donc en fait, on question. peut... Oui. Est-ce que tu les numérotes est-ce que tu les nommes, en fait? Oui, elles ont un ID, en fait, elles ont un ID vraiment propre à elles. Oui. Par exemple, si j'en prends une. Voilà. Voilà. Donc en fait, il s'appelle Dolin underscore quelque chose, et cet ID-là est unique pour la zone d'exploration. Après, une fois qu'on veut la rajouter dans l'inventaire, il va réutiliser cet ID, etc., etc. Donc ça, c'est propre à la zone d'exploration. Oui, tout, tout ça est fait de manière automatique. Donc c'est géré, on va dire, ça fonctionne un peu comme une base de données avec un index, pour ceux qui sont un peu familiers là-dessus. Donc c'est une base de données avec un index, et cet index est unique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir deux fois dans la même zone le même index. Ce n'est pas possible. Donc voilà, donc ce qui est intéressant à faire en premier lieu, par exemple, c'est de mettre à jour les cibles. En mettant à jour les cibles, donc vous avez aussi une imprécision du GPS qu'on peut noter. Par défaut, c'est 15, mais vous pouvez mettre 2 mètres, 3 mètres, etc., etc. Et en fait, ça va permettre de supprimer ce que le logiciel a trouvé, parce que en fait, vous avez déjà un inventaire précis et vous avez déjà exploré des trous que lui a peut-être trouvé. Donc, il va supprimer les cibles que vous aurez déjà trouvées. Et ça va être aussi utile quand vous revenez du terrain. Quand vous revenez du terrain et que vous avez trouvé des choses, alors vous passez par là pour supprimer ce que vous avez trouvé, pour éviter qu'il vous redonne en fait les mêmes choses. Ça, c'est une chose. Une fois qu'on a ça, par exemple, pour aller sur le terrain, donc il faut avoir un compte. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec Qfil Cloud. C'est une petite plateforme web qui est gratuite, mais la taille est assez limitée. Pour les projets, c'est 100 MO pour les projets gratuits, et pour 18 € par mois, je crois, ça va jusqu'à 1 giga. Voilà. À savoir qu'un projet, si vous mettez le MNT, c'est là où ça va prendre beaucoup de... Si vous voulez vraiment visualiser le lidar, etc., sur le terrain, ça va être assez compliqué parce que le MNT, suivant la zone que vous avez choisie, est assez lourd, comme vous pouvez l'imaginer. Donc en fait, ici, bon, j'avais déjà fait un projet aujourd'hui, mais si vous voulez refaire un projet, en fait, vous créez un nouveau projet, il va convertir en fait le projet actuel que vous avez en un projet compatible Qfield. Donc là, je vais ouvrir le même projet, mais en version Qfield. Celui-là, on peut quitter. Voilà, donc vous l'aurez tout de suite, il leur nommera exactement la même chose, entre parenthèses Qfil Cloud. Bon, vraiment, donc c'est vraiment un projet séparé du projet d'études que vous avez fait. Donc typiquement, ça va être votre base de travail. Donc ça reprend exactement les mêmes choses. Les mêmes points. C'est exactement un copier-coller de ce qu'il y a sur le projet. À la différence où vous pouvez synchroniser en fait. Et ça va être assez important. Là, j'ai fait un test, par exemple. Inventaire cavité. Hop. Donc là, j'ai fait un test. J'avais déjà fait un test en fait sur le téléphone. Je l'ai resynchronisé, etc., etc. Et je l'ai rajouté dans l'inventaire. Le test Fraisin. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais supprimer ce point-là et on va faire comme si on allait sur le terrain et qu'on a trouvé quelque chose à cet endroit ou à un autre endroit. On verra après. Je pourrais partager sur mon téléphone, je crois, normalement. Ça va être assez intéressant. Voilà. Donc, ce point-là, c'était le premier test. Là, je vais vous faire un test en live globalement. On va dire, on va se prendre une zone dans le coin là. Et je vais essayer de vous partager mon écran de téléphone. Donc voilà. Donc c'est une application qui est gratuite, je crois, disponible sur iOS et Android, si je ne me trompe pas.
Donc, voilà, comme ça se présente. Donc, ici, vous allez avoir le projet que vous avez créé au préalable dans QGIS, qui va être disponible en fait ici. Il va vous demander de le télécharger la première fois, en local sur le téléphone, ce qui fait que quand vous êtes dans une zone avec une couverture réseau faible ou inexistante, vous aurez accès en fait à toutes les couches sans avoir besoin d'avoir accès à Internet, ce qui est aussi pratique en montagne ou dans des zones, on va dire, fortement boisées ou autres. Donc, je télécharge le projet, je l'affiche, et on se retrouve avec le même visu, on va dire, du projet. Ici en haut, on se retrouve avec toutes les couches. Donc par défaut, elles sont masquées. On peut bien sûr les afficher à volonté, par exemple. Voilà. Donc là, on voit toutes les couches qu'on veut faire. Si on veut faire une édition, donc toutes les couches, vous voyez, il y a un cadenas dessus. Donc en fait, on peut pas les modifier. La seule qu'on peut modifier, c'est la couche cavité, en fait. C'est celle-là qui va nous servir de tampon entre le téléphone et QGIS. Et votre inventaire aussi après. Donc en fait, ici, on a la couche cavité. Il suffit juste de cliquer. Donc à gauche, vous verrez en bas, juste en bas, il y a le côté carte et le côté stylo. Vous voyez à côté d'accueil qui bouge. Donc ici, donc c'est juste la vue et il faut basculer en mode édition de la couche, donc sur cavité. Et là, en fait, on se retrouve avec un petit curseur. Voilà, ici. Là, je vais juste activer le GPS. Tac. Donc on se retrouve avec un petit curseur. On va choisir de faire un point. Par exemple, on va se prendre le point là. On s'en prend même un autre. Ouais, on va faire les deux. On rajoute en fait tout simplement une cavité. Donc là, ça c'est un formulaire. Tout n'est pas à remplir. Par exemple, le premier il est rempli automatiquement. Si vous voulez mettre un numéro spécifique, vous pouvez en mettre un ou autre. Name, on va mettre test 2. Le type, on va dire perte, par exemple. La référence, si vous avez une référence chez vous très précise, vous pouvez le mettre. Un commentaire, par exemple, perte active. Voilà. Dimension d'entrée, on va mettre 6, dimension de largeur, tac. On va mettre des choses, développement estimé. C'est pas forcément topographiable. Voilà, on n'a pas forcément besoin de mettre toutes les informations dessus. On peut mettre la date d'exploration, les gens qui ont exploré et les liens vers une photo. Mais le lien vers une photo, pour l'instant, il va être mis en place après. Le but après, c'est même de prendre une photo et ça rajoutera le point automatiquement en fait dans QField. Donc ça, c'est une amélioration qui est en cours de développement. Et une fois qu'on valide, on va se retrouver avec un point. Donc vous voyez ici, ce petit point ici qui a été rajouté. Et donc ce point-là, le but, c'est de le resynchroniser sur l'ordinateur. On a trouvé quelque chose. Bon, là, c'est peut-être quelque chose que le LIDAR n'a pas trouvé, ou même on pourrait faire ça. On va rajouter un point. Par exemple, ici, il avait vu. Qu'est-ce qu'il avait vu? Ce qu'il avait vu comme point. Doline. Donc voilà, on peut voir, par exemple, ici, sur cette doline-là, elle était en orange. Ok, une profondeur de 0,16, une pente de 3 mètres. C'est pas grand-chose. Donc on va dire, hop, voilà. Tac. Donc on va tout simplement lui signaler. Hop, on va se remettre en mode édition. On va quitter ça. Voilà. Et on va éditer celle-là. Donc, on va lui remettre un point. On va mettre P2 par exemple. Tac, type, perte. Commentaire, RAS par exemple. Hop. Julien? Tac. Oui. Oui, là tu déplaces la carte et puis tu viens centrer le point, Ouais, enfin, la zone. Parce qu'en fait, tu peux rentrer des coordonnées GPS. non, parce que vu que tu es sur le terrain, en fait, on utilise le GPS du téléphone, en fait. Oui, mais qui te dit que le point est placé
Parce que là, La c'est carte est Ah, bah, synchronisée avec là, l'endroit où tu es. ouais, là, en fait, je le fais manuellement parce oui. que, comme vous pouvez l'imaginer, je ne suis pas sur le terrain Ah à bon, cet d'accord. endroit précis. Ah, Si vous d'accord. êtes sur le terrain à cet endroit précis, par exemple, je vais vous inviter. Alors, vous allez voir où est-ce que j'habite. Voilà. Donc là, forcément, mon GPS va me situer où est-ce que j'habite. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord. Ok, ok. Il est relativement loin de la zone à prospecter. Là, c'est vraiment c'est vraiment, je peux pas être sur place et en même temps faire la démo. D'accord. Forcément, c'est plus compliqué. Alors, je vais juste rezoomer sur la cavité. Normalement, c'est possible de zoomer dessus. Zoomer sur la couche. Voilà. Je reviens dessus. Parce que voilà, la zone d'étude est en Haute-Marne, à côté de Saint-Dizier, pour ceux qui connaissent. Et je suis proche de la frontière luxembourgeoise. Donc, c'est pas tout proche. Donc, c'est pour ça que je le déplace à la main avec cette cible. Mais voilà, quand vous êtes sur place, vous avez le GPS d'activer Ouais. et vous êtes directement localisé avec le GPS. Et en fait, avec le GPS, quand vous êtes directement localisé ici, vous cliquez en fait en bas à droite au-dessus du plus, ça vous mettra, et vous cliquez directement sur plus, et vous êtes au point où le GPS vous localise, forcément. Voilà. Tac. Donc ici, donc on a notre point qu'on a rajouté en superposition, qui est relativement proche. On va dire ça devrait le faire normalement, dans les 3-4 mètres. Et un autre point, on va dire qu'on a ici. Donc ici, une fois qu'on a validé tous les points, on revient dans le menu, et dans le menu, vous voyez en haut, il y a un petit nuage avec 2. C'est-à-dire qu'il y a 2 modifications qui ont été faites et qui sont en attente en fait d'être synchronisées avec Qfil Cloud. Donc, vous pouvez en faire 2, 3, 10, 30, 50, peu importe, même si vous n'avez pas accès au réseau. La seule chose, c'est qu'il faut avoir accès quand même au GPS si vous voulez avoir le curseur vraiment au bon endroit et pas le faire, on va dire, de façon manuelle en vous déplaçant sur la carte. Mais voilà, globalement, vous pouvez faire X saisie et après synchroniser quand vous avez du réseau, etc., etc. Donc si on clique sur ce petit nuage, il va vous demander plusieurs choses. Donc il y a 2 modifications en local. Donc soit on peut pousser les modifications, annuler les modifications en local aussi. Par exemple, si vous avez fait une saisie qui est fausse, etc., et vous voulez refaire, alors vous pouvez annuler les saisies en local. Attention que ça annule toutes les modifications. Donc ça, c'est l'application, les limites de l'application. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Donc faire attention, on va dire, à la saisie. Donc si je synchronise, ça va prendre un petit peu de temps. Donc en fait, là, j'ai poussé mes modifications. Donc je vais re-switcher. Ouais, mais il y a des points, tu les effaces simplement, non? Tu vas pas les marquer sur chaque point, RAS, RAS, RAS. Non, les points, on peut les supprimer après. Je peux vous montrer. Oui, On mais peut les attends, supprimer tu vas pas manuellement. les supprimer, mais il faut que ce soit enregistré, autrement, dans 2 ans, tu reviens au même endroit. Ce sera enregistré. On va faire le test. Comme ça, Ok. vous le verrez. Vous le verrez. On fera un gros test. On supprimera un gros cluster. Et comme ça, vous le verrez assez facilement. Donc, je vais repartager. Voilà. Donc là, je suis revenu sur le projet donc Qfil Cloud que vous voyez en haut. Donc le projet qui est vraiment utilisé pour Qfil. Et là, en fait, il y a un bouton pour le plugin qui permet de resynchroniser en fait tout ce qui a été fait. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Bon, il va me proposer d'autres choses parce que j'ai déjà d'autres choses dans le projet. Donc on pourra passer dessus. Donc voilà. Là, il va me dire, OK, il y a des choses qui ont été synchronisées en local qu'on n'a pas sur le cloud et inversement, des choses qu'on a sur le cloud et pas synchronisées en local. Mais ça va écrire sur quelle base? Ta base de cavité, elle est où, toi? La base de cavité, en fait, elle est ici. Mais C'est sur cette couche-là, en fait, qu'on écrit. D'accord. Et cette couche-là, on va la synchroniser après sur la couche globale qui contiendrait, on va dire, l'inventaire global, on va dire, de tout le département, pas propre à la région. Ça, c'est vraiment l'inventaire, on va dire, du projet, de là où est-ce qu'on est.
Donc c'est sur cet inventaire-là en fait qui va servir de tampon entre l'inventaire, on va dire que les spéléos peuvent avoir, les clubs, etc. et l'inventaire du projet. Donc ça, il récupère ça. Ça, il peut le changer, Ouais, on le changera après. Donc là, en fait, il va écraser ces deux fichiers-là par ce qu'on a changé en fait dans le cloud. Donc là, on fait juste perform action, il va copier, downloaded, on fait OK, hop, ça rafraîchit. Donc là, on remet, et là, on voit les 2 points qu'on a rentrés dans la couche cavité. Ici, alors ça, je vais l'envoyer, voilà. Le test 2, perte active, avec les dimensions qu'on a rentrées, et l'autre point qu'on a rentré. Voilà. Du coup, ce point-là, on veut le faire disparaître. Parce qu'on n'a plus d'utilité, la cible a été faite. Alors, 2 choix. Soit on utilise ici la mise à jour des cibles. Donc, si on en fait plusieurs, c'est mieux de passer par là. Donc, ça va en fait faire, je vous le montrerai après dans l'inventaire global, ça va mettre à jour toutes les cibles sous base d'un inventaire que vous avez renseigné. Ou vous pouvez les supprimer à la main. Donc après, là, il faut être un petit peu familier avec QGIS, certes. Mais voilà, par exemple, si on prend une couche rose, donc c'est une P2. Donc il faut éditer la couche. C'est pas forcément. Oh, on peut même pas sur QField. On pourra pas le faire en fait. Basculer en mode édition. Elle peut pas s'éditer sur QField. Sur le projet normal, elle peut. Hein, okay. Donc il faudra forcément passer par la mise à jour des cibles. C'est pour ça que c'est là. 2 choses à renseigner, assez simple. Le GPKG, donc le package donc du QField Cloud, sur lequel on est en train de travailler. Donc là, moi je l'ai sauvegardé dans QField Marnaval, ça je le retrouve assez facilement. Ici. Tac. Et la couche des cavités à retirer. Donc, par défaut, il prend la couche cavité, mais si jamais vous avez une autre couche, un autre inventaire, vous pouvez aussi le sélectionner. Donc par défaut, on va prendre la couche sur laquelle on a travaillé. C'est-à-dire celle-là. Précision du GPS, on va être assez, on va mettre 3. Donc ça veut dire que dans un rayon de 3 mètres autour du point, les points, on va dire, en doublon seront supprimés. Nom du secteur, ça c'est pas très grave, c'est optionnel. On va faire un exécuter. Donc là, il a supprimé d'autres points qui étaient peut-être assez proches. Donc il a supprimé ces 2 lignes-là, les points là et les points là. Une fois qu'on revient ici, hop, donc vous voyez le point sur lequel donc la cible P2 qui avant existait n'existe plus. Parce que on est allé la voir, on a vu qu'il n'y avait pas forcément grand-chose ou qu'il y avait quelque chose, et donc du coup, on a mis à jour les cibles du projet sous base de la prospection qu'on a faite sur le terrain. Donc on se retrouve avec plus les 2 points, c'est-à-dire ceux-là. On n'a plus que ces 2 points ici. Maintenant, on a cette couche-là, on aimerait forcément le synchroniser dans l'inventaire. Parce que, on va dire, une fois qu'on a prospecté toute la zone, on a trouvé des choses, des pertes, etc. Donc on aimerait le synchroniser dans l'inventaire actuel. Donc pour ce faire, on utilise ça, synchroniser le retour terrain. Donc une fois qu'on a supprimé toutes les cibles, on synchronise en fait le retour du terrain. Hop. Ici, il demande donc toujours pareil l'endroit sur lequel on travaille, donc le QField, et la couche d'inventaire, donc non pas la couche d'inventaire sur laquelle on a ajouté sur le terrain, mais la couche d'inventaire globale du club, ou on va dire la couche d'inventaire qu'on a nous ici. Donc il est toujours rattaché au projet, ici inventaire cavité, donc
c'est une autre couche, par exemple, qui a été rajoutée là, qui, elle, contient tout l'inventaire de Haute-Marne, par exemple, Meuse-Haute-Marne. Les doublons, on peut aussi les supprimer. Donc là, on va mettre 3, comme on a fait. Et ça va nous générer, en fait, un PDF sur toutes les fiches. En fait, ça va nous sortir des fiches par point d'intérêt qui a été prospecté. Ça permet d'avoir, on va dire, un support un peu papier, joindre un document, etc., etc. On va exécuter ça. Je ne trouve pas le MNT, c'est pas grave parce que je l'ai supprimé, c'est normal. Et ça nous donne en fait un rapport, ici, de prospection, qui est visible. Donc, on a relevé 2 nouvelles cavités sur cette prospection, avec les coordonnées, les dimensions. Si on remplit d'autres choses, les explorateurs, etc., ça les rajoutera, etc., etc. On a une autre perte qu'on a appelée P2, RAS, etc., etc. Voilà. Donc ça va générer un document, un rapport de prospection par point qu'on a rentré en fait. Julien, Un petit document. Oui. Julien, je vois, tu peux zoomer sur test 2 là par exemple, sur le rapport test 2, voilà. Et je vois que les coordonnées, je fais la même remarque à Pascal, elles sont en latitude, longitude. Tu peux les avoir en WGS 84, mais en degrés. Non, en mètres, en kilomètres ou en mètres. En UTM, tu peux le rajouter. Parce que travailler avec des coordonnées en latitude, longitude, c'est pas très pratique, quoi. Je préfère avancer vers le nord en voyant 1 mètre de plus et à l'est 1 mètre de plus plutôt que des degrés qui pour moi ne signifient rien du tout, quoi. Ok, bah ça je peux le rajouter dans la génération du PDF. Je sais pas, c'est pas un problème ça. Bon, Pascal l'a fait à ma demande, donc c'est quand même vachement pratique, quoi. Donc on le fera à ta demande si tu veux, pas de souci. C'est assez rapide à faire. Donc ça vous génère par exemple un rapport sur votre sortie. Et ici vous voyez, donc les points sont toujours là, mais si je les décoche, en fait ils font partie maintenant d'inventaire cavité. Donc votre inventaire à vous. Voilà. Vous avez un petit peu plus de renseignements, par exemple P2, tac tac tac, développement estylé, forcément il n'y a rien. Ça popule la commune automatiquement, le département, le code de département, et la photo est nulle. Si vous voulez rajouter une photo dessus, c'est l'autre module, on va dire, propre à la gestion d'inventaire, qui faisait aussi partie de la présentation, mais la présentation commence à durer. Vous aurez accès aussi à ce module-là, il y a la documentation, ça permet de gérer en fait un inventaire tout simplement de cavité. Donc si on veut voir par exemple une fiche, inventaire cavité, tac, on a les photos qui sont liées, avec les commentaires, etc. etc. Si on veut voir, comment on l'a appelé celle-là, P2, P2 par exemple, c'est celle-là, ouais, 2233 avec ça. Donc là, il n'y a pas de photo. Forcément, on n'en a pas mis. Si vous voulez rajouter une photo, on va dans la modification, P2, et ici, vous mettez le chemin vers la photo. Voilà, vous enregistrez. Donc c'est un chemin ordinateur. Donc typiquement, on va dire dans... Non, attendez, parce que ça prend du temps. C'est un chemin vraiment, voilà, de tout ce qu'il y a plus classique ici. Si vous voulez mettre celle-là, voilà, vous sélectionnez le chemin vers la photo, etc., etc. Ça la rajoutera en fait. Il y aura pas, ça va la copier en fait dans un répertoire précis, qui lui sera accessible tout le temps. Donc c'est un répertoire vraiment spécifique pour les inventaires que je peux vous montrer ici. Non, pas dans l'inventaire ici. Export inventaire, non, j'ai tout resupprimé, forcément. J'ai tout resupprimé pour faire le test, mais on n'a pas le temps de faire le test. En fait, ça vous permet de l'exporter. Vous pouvez les exporter. En fait, ça vous crée un dossier en fait qui a une nomenclature bien précise et dedans il y aura toutes les photos qui sont liées à l'inventaire. Pour cet inventaire-là, c'est ailleurs qui se trouve. Je peux toujours vous le montrer. Tac. Tac. Haute-Marne.
photos. Voilà. Donc ici, par exemple, vous avez toutes les photos, voilà, les photos comme ça peut être. Voilà. Donc ça, c'est l'autre plugin. J'ai pas trop le temps, je pense qu'on va pas trop s'attarder malheureusement dessus. Mais voilà, ça permet de saisir des cavités directement à la main. C'est tout simplement une gestion de ce qu'il y a de plus classique, on va dire, pour gérer un inventaire. Donc il y a les traçages, on peut mettre les traçages aussi, faire les traçages, et tout ça va alimenter bien sûr la base de données. Et cette base de données en fait qu'on alimente va permettre en fait ici au dernier module d'avoir une interprétation en fait de tout le massif pour générer une sorte de rapport en fait. Pour avoir tout le monde n'est pas voilà. Tout le monde a besoin peut-être d'avoir des pistes sur par où commencer, etc., etc. Donc ça va permettre d'avoir une vue d'ensemble de vraiment tout le massif et de proposer, on va dire, une deuxième lecture en fait de la zone d'étude que vous êtes en train de faire. En faisant ça, en fait, il va juste vous demander quelques paramètres. Donc le GPKG, donc c'est toujours la même chose, c'est le projet sur lequel vous travaillez, la couche d'inventaire des cavités sur lequel vous travaillez, les traçages que vous avez pu rajouter dans votre inventaire, nom du secteur, ça c'est optionnel, un contexte, si vous avez des choses vraiment spécifiques, le pendage qui est calculé de façon automatique par rapport à la géo, des zones à exclure, nord-est, nord-ouest, etc., etc., et un dossier de sortie. Ça va vous générer en fait un fichier que je peux vous montrer, que j'ai déjà fait. Tac, tac, tac. Donc voilà, ça vous générera un dossier, dedans MLL export avec une date. De base, vous aurez en fait ces trois fichiers-là. Et ce qui va être important, c'est ce fichier TXT, ce qu'on appelle le prompt. Donc en fait, quand on veut demander quelque chose à l'IA, on écrit globalement ce qu'on veut, et ça va vous permettre en fait d'avoir quelque chose de totalement automatique fait de A à Z, qui va reprendre tous les paramètres de votre zone. Donc ça met le contexte. Donc pour l'IA, c'est très important d'avoir un contexte. Quel est, on va dire, le contexte qu'on veut lui donner. Par exemple, on dit de se mettre dans la peau, par exemple, d'un spéléologue, analyse de terrain karstique, etc., etc. Ça permet de lui donner, on va dire, vraiment une casquette. Ça ne remplace pas, bien sûr, la partie scientifique. Une personne, par exemple, pourrait le faire. Un scientifique pourrait très bien le faire et exactement la même étude et arriver aux mêmes conclusions, voire, à mon avis, mieux. Mais voilà, c'est pour toutes les petites personnes qui travaillent un peu dans leur coin, qui n'ont pas accès, on va dire, à toutes ces connaissances, qui ne les ont pas forcément, dont j'en fais partie aussi également, qui permet d'avoir une deuxième interprétation en fait des résultats. Donc il parle de la zone, des dépressions karstiques qu'il a trouvées, c'est la couche des dolines, réseau connu, s'il y a un réseau karstique connu, etc. Le modèle qu'il a utilisé avec le score qu'il a appliqué, etc., etc. Le contexte spécifique, le pendage, les cavités recensées. Donc si on lui a donné un inventaire, il va lister vraiment tout l'inventaire de la zone. Les cavités géorisques, ils sont aussi renseignés, type carrière, etc., etc. Donc c'est vraiment assez complet. Et il lui demande pour chaque doline, par exemple, évaluer les doublons, etc., etc., pour essayer d'avoir vraiment une analyse avec des clusters, on va dire, de dolines à vérifier qui sont assez importants. Donc lui, il va fonctionner par cluster, il va dire, c'est important de voir ce cluster-là, ce cluster-là, ce cluster-là. Donc, vous pourrez après regarder vraiment en détail ce qu'il met, mais c'est un prompt qui est assez conséquent, avec une partie vraiment brute de toutes les données. Donc c'est un prompt qui fait 14 000 lignes. Donc c'est assez important. Et ça, en fait, c'est juste à copier dans une IA. Vous faites entrer et il vous sort en fait un rapport comme cela. Donc il vous sort un rapport et un fichier GPX avec toutes les données triées par journée en fait. Donc il va vous dire telle journée vous faites tel cluster, telle journée vous faites tel cluster, telle journée vous faites tel cluster. Alors c'est très orchestré, certains aimeront pas.
Voilà, c'est une direction que j'ai voulu donner. Et ça vous permet en fait d'avoir un petit résumé. Donc voilà, il reste quand même assez ouvert d'esprit quant à la priorité qu'on peut donner, on va dire, à une doline plus qu'une autre. Mais lui, il fonctionne vraiment avec les indices qu'on lui donne et vraiment par cluster. Donc il donne les coordonnées, le score, les profondeurs. Par exemple, là, on voit un gouffre c'est typiquement un gouffre, une profondeur de 3 mètres, 11 mètres, là, par exemple. Donc là, on se dit, bon, 11 mètres, ça peut être intéressant. Encore 11 mètres, 12 mètres. Donc voilà. Donc, il va essayer de donner des priorités. C'est marqué partout courant d'air. Comment ça se fait? En fait, non, c'est la morphe. En fait, tout ça, c'est les constantes morphologiques que lui, en fait, il a détectées par point. Donc, si vous vous rappelez, il y a plusieurs, on va dire, caractéristiques qui sont reprises pour le score. Et cette partie courant d'air, c'était quelque chose que j'avais essayé de regarder justement et de mettre en place. C'est le Cold Air Index. Mais il est vraiment à titre informatif. Là, la dernière colonne, c'est vraiment juste, il reprend toutes les zones qui constituent en fait le score ici. Donc il y a la profondeur, ratio, etc., etc. Le Cold Air Index, c'est ça qui reprend. Mais cette dernière partie, c'est vraiment juste, il liste tous les scores morphométriques qu'il a attribués à la doline. Donc c'est vraiment un titre informatif. Ce qui est fait vraiment foi ici, c'est vraiment, on va dire, la profondeur, la surface et bien sûr les coordonnées. C'est ça qui nous intéresse le plus si on veut faire une prospection. Donc ça, c'est vraiment un document informatif. Donc il va organiser vos journées de prospection. Certains vont pas forcément apprécier. Donc par cluster, il va regrouper par cluster, il va dire journée 1, journée 2, journée 3, etc. etc. Je me suis basé que sur 3 journées. On peut refaire à plus. Mais globalement, c'est ça. L'analyse structurelle, les recommandations de terrain. Et il fait des petites fiches terrain, par exemple, si jamais vous n'avez pas QField, ou vous ne voulez pas l'utiliser ou autre, il vous fait des petites fiches terrain que vous pouvez imprimer, remplir directement sur place avec toutes les informations, etc., etc. Donc là, il y a une fiche par gouffre, par phénomène qu'il a relevé. Voilà, c'est vraiment à titre informatif. C'est vraiment une analyse supplémentaire, on va dire, pour aider à la prospection. Peut-être que ce ne sera jamais utilisé, mais voilà, ça apporte, je pense, une petite analyse différente que juste l'œil humain pour vraiment essayer de trouver ce qu'on cherche tous, c'est-à-dire des continuités, des réseaux, etc., etc. Donc, j'ai pas trop le temps de parler du plugin Karst Entry, mais voilà, je vous laisserai le loisir de l'utiliser et de regarder un peu comment il fonctionne. La documentation sera aussi dans le zip qui vous sera livré, enfin qui sera disponible après à tout le monde. Donc il y a un site qui sera en place pour ça, qui est déjà accessible, je crois, il me semble, à tout le monde, il me semble, en théorie, qui reprend globalement à quoi sert le logiciel, etc., les limites, un peu tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, et les 2 plugins, Karst Pro et Karst Entry, qui sont les 2 principaux plugins que j'ai développés. Conjointement, de toute façon, je vais pas me vendre des fleurs ou autre. On a des outils formidables qui vous permettent de développer à des vitesses assez folles, on va dire, pour que ce soit un peu plus rapide. J'ai un passif, on va dire, de développeurs et on va dire, je travaille dans le milieu de l'informatique. Mais voilà, c'est des choses qui auraient pu être mises en place, mais qui auraient mis peut-être 6 mois, 1 an, vraiment, et peut-être pour ne pas arriver à ce même résultat. Donc cette partie, on va dire, utilisation d'IA est assez importante sur ces projets qui permet d'avancer assez rapidement et trouver même des nouveaux axes d'amélioration, des nouvelles études qu'on n'aurait pas forcément pensé. Par exemple, est-ce qu'on peut rajouter telle constante? Comment est-ce qu'on peut améliorer le score? Est-ce qu'on peut
calculer par exemple la délimitation du plateau, le bassin versant, etc., etc. Donc ça, c'est des choses, des questions qu'on peut poser et que ces agents-là peuvent nous répondre concrètement avec utiliser ces fonctions, faire ceci, faire cela et autres. C'est assez intéressant. Donc voilà, donc vous avez normalement accès au site. Vous pouvez télécharger dessus, alors pas encore, je crois, il me semble. Il faut encore que je fasse quelques modifications dans les docs ou autres, mais vous aurez les liens en fait, je pense d'ici demain, pour télécharger le zip et installer ces plugins pour les tester en fait, tout simplement. Donc c'est assez important de les tester si jamais ça vous intéresse, si jamais vous dites ça peut m'intéresser, et j'aimerais entraîner en fait ce modèle-là et créer des modèles pour des zones très spécifiques. Donc moi j'ai pu les entraîner sur le Barrois et un petit peu sur la région d'où Jura Haute-Saône. Mais voilà, ça reste assez épisodique. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. De toute façon, il y a un contact ici, soit mon adresse email, Gmail classique, ou alors directement ici.